Le prince Eugène allait retourner en Allemagne. N'ayant aucune nouvelle de l'île d'Elbe, j'ai pris le parti de lui confier ma position. Il était dévoué à l'empereur. Il était mon ami. Je lui proposais de se charger de 800 000 francs et de les faire passer à l'île d'Elbe, un peu plus tranquille. Puisque la moitié de la somme était sauvée, je m'appliquais à doubler de prudence peu écarter de moi la surveillance de la police. Monsieur Pasquier n'y était plus, et son successeur, préoccupé par le spectacle de l'inflammation des esprits qu'alimentaient journalement les gazettes et les pamphlets lancés par des hommes ardents qui ne gardions plus aucune mesure. Devait naturellement oublier un homme qui, ses investigations ne rencontraient nulle part et dont un nom ne lui était jamais prononcé. Ce que j'avais prévu arrivait. Enfin, la charte était violée à bas prix. Les écrivains s'en plaignaient à grands cris. Les outrages dont le nom de l'empereur était couvert par les journaux royalistes exaspéreront tous les partisans, tous les amis du héros. Les récriminations feront un caractère violent et l'on en a jusqu'à fouiller dans les anciens militaires et rendre grandiose de la publicité des imputations odieuses contre les rois sous sa conduite à l'époque du procès du marquis de Favras. Monsieur Ray, avocat de Grenoble, exposa dans un ouvrage qui fut lu avec avidité toutes les infractions de la charte depuis le premier jour du règne. Deux jeunes gens, Monsieur Comte et Dunoyer, lanceront dans le public un écrit périodique appelé les censeurs, où les principes de la liberté étaient développés avec une sévère énergie, une force de pensée qui lui acquit tous les suffrages. Les écrits des royalistes contenaient des injures contre la Révolution et contre tout ce qui, dans distinction, y avions pris part. Ils y ajoutaient des provocations si menaçantes qu'il était impossible de se méprendre sur le but de tout renverser et de tout punir. Cette disposition hostile des esprits s'était étendue sur toute la France, par les messieurs même qui prit le gouvernement pour la dissiper ou le flabir. C'était toujours le flabir. Redoutant avec agressant les troupes rassemblées sous les drapeaux. Ils avaient pris le parti dont ils licenciés plus de la moitié. Les souffrances de la misère priront bientôt la place du bonheur de se retrouver en paix au sein de leur foyer, les fatigues, les dangers, les désastres même des dernières campagnes s'effacillent promptement de leur mémoire pour faire place à l'enthousiasme qui le souvenir de l'empereur leur a inspiré dans l'oisiveté et exaltant une noble pitié sur sa chute et l'indigne traitement qui, de ses ennemis si longtemps vaincus, lui faisaient subir. Cet avenir plein de gloire qui leur avait été promis, ces récompenses militaires qui ne pouvions leur échapper, les titres si glorieux de soldats de la grande armée, et la considération générale qui devait embellir le reste de leur vie. Tout avait disparu en entrant dans leur foyer. Pauvres, humiliés, ils avaient cœur à subir les défiances des agents du nouveau pouvoir et les mépris de cette foule de nobles, la plupart anciens émigrés qui mettaient au nombre de leurs 3
et de jouissance, le plaisir de calomnier la gloire militaire et de flétrir du nom de révolte des héroïques efforts des Français pour sauver leur patrie du joug étranger.